Imaginez la scène. Quelqu'un arrive aux urgences, la main sur le cœur. Alors, crise cardiaque ou juste une grosse angoisse? Pour le médecin, c'est là que tout se joue. Chaque décision, c'est une pièce d'un puzzle aux enjeux, vitaux. Et ce puzzle, on va tenter de le résoudre ensemble. Voilà la question. Face à ce symptôme, comment on fait la part des choses entre la crise et la fausse alerte? Dans ce brouillard d'incertitude, comment on passe du doute à une décision, la bonne décision? La réponse, elle tient dans une méthode, une façon de réfléchir qui change absolument tout. Et vous allez voir, c'est d'une puissance assez folle. Et tout ça, tout ce processus complexe, ça commence avec quoi? Avec un simple chiffre. Oui, un seul petit chiffre. C'est le point de départ qui va orienter absolument tout le reste. Alors, allons-y. Première étape, de l'intuition à l'hypothèse. On va voir comment une première impression, un feeling, peut se transformer en une véritable hypothèse de travail. Ce fameux premier chiffre, il a un nom, la probabilité pré-test. C'est vraiment la clé de voûte de tout le diagnostic. Qu'est-ce que c'est? C'est une estimation, une sorte de pari éclairé, si on veut, sur la chance que la personne ait une certaine maladie. Et le point important, c'est que ça se fait avant le moindre résultat d'examen. Mais attention, ce n'est pas un chiffre qu'on sort d'un chapeau, pas du tout. Il est le résultat d'une analyse assez fine de plein de facteurs, l'âge, le sexe de la personne, bien sûr, ses antécédents médicaux, mais aussi la description très précise des symptômes et même le contexte global. Par exemple, est-ce qu'il y a une épidémie en ce moment? Tout ça, ça compte. Prenons un exemple tout simple. Un homme de 55 ans arrive, il a une douleur à la poitrine, mais elle est atypique. Elle ne ressemble pas du tout à la description classique d'une crise cardiaque. D'emblée, sa probabilité pré-test d'avoir un problème cardiaque grave va être considérée comme faible. Voilà, ça c'est notre point de départ. Ok, deuxième étape, le pouvoir des nouvelles preuves. Parce que bien sûr, une intuition, même une intuition bien informée, ça ne reste qu'un point de départ. En médecine, il faut du concret, il faut des preuves. Clairement, on ne peut pas se contenter de cette première estimation. Il faut une méthode, un cadre, quelque chose de structuré pour ajuster sa pensée au fur et à mesure. C'est super important pour lutter contre nos propres biais. Vous savez, cette tendance qu'on a tous à chercher ce qui confirme notre première idée. Et c'est précisément là qu'intervient l'arme secrète du médecin. Cette fameuse méthode, c'est le raisonnement bayésien. En gros, c'est une manière de penser qui nous apprend à mettre à jour nos convictions. À chaque nouvelle info, chaque nouveau résultat, on recalcule la probabilité. On ne jette pas notre première idée à la poubelle, non, on la fait évoluer, on l'affine. Et en pratique, c'est hyper simple. Ça se passe en 3 temps. 1. On évalue la probabilité de départ, la fameuse probabilité pré-test. 2. On choisit le bon examen à faire, le plus pertinent. Et 3. Une fois qu'on a le résultat, hop, on recalcule la probabilité. Et ça s'appelle la probabilité post-test. C'est tout. Bon, à cette théorie, voyons ce que ça donne en action, avec un cas bien concret. Allez, troisième partie, le verdict sur la douleur thoracique. Alors voilà le cas. On a une patiente, une femme de 60 ans. Son symptôme, une douleur thoracique un peu vague, diffuse. Le médecin décide de faire un test, un électrocardiogramme, un ECG. Donc, première étape, le médecin regarde son profil et estime la probabilité pré-test. Son verdict, 10%. C'est la conviction de départ. 10%, ce n'est pas énorme, mais ce n'est pas zéro non plus. C'est une piste à ne pas négliger. Et là, arrive la nouvelle information, le résultat de l'ECG. Et le résultat est normal. Et ça, croyez-moi, ça va tout changer. Et c'est là que c'est fascinant. Regardez l'impact de cette seule et unique information. Le graphique parle de lui-même. On voit la conviction de départ, à 10%, et juste à côté, la nouvelle conviction après l'ECG. La probabilité s'effondre littéralement. La nouvelle probabilité, la probabilité post-test, tombe à environ 2%. On est passé de « c'est possible » à « c'est très, très peu probable ». D'un coup, on a une quasi-certitude que le problème cardiaque n'est pas la cause. Et donc, le verdict est clair. Le risque est maintenant jugé faible. Conséquence directe, on évite une hospitalisation immédiate qui est toujours lourde et angoissante. À la place, on opte pour une surveillance plus ciblée. C'est plus intelligent, moins stressant et tout aussi sûr. D'accord, passons à la quatrième partie, penser comme un médecin bayésien. Parce que cet exemple, il montre bien que cette façon de penser est, elle est cruciale, pas juste pour ce cas précis, mais pour la médecine en général. Il y a un grand médecin, William Osler, qui disait une chose très juste. La médecine est une science de l'incertitude et un art de la probabilité. On peut dire que le raisonnement bayésien, c'est l'outil numéro 1 de cet art.
Et pourquoi c'est si crucial au quotidien? Parce que ça aide à y voir clair avec des symptômes hyper courants mais très vagues. La fatigue, les vertiges, ce genre de choses. Surtout, et c'est peut-être le plus important, ça permet d'éviter l'engrenage du surdépistage, la cascade d'examens inutiles et donc le surtraitement. C'est une façon rationnelle de gérer l'incertitude et de mettre les bonnes ressources sur les bons patients. Et en fait, on peut même en tirer un raccourci mental, une petite règle pratique sans avoir à faire le moindre calcul. C'est simple. D'un côté, si on a un symptôme très courant qui pourrait éventuellement être lié à une maladie rare, un test normal est hyper rassurant. Ça clôture presque le débat. De l'autre côté, si on a un symptôme rare qui pointe vers une maladie grave, là, un test positif, c'est une alarme qui doit déclencher une action immédiate. Voilà, 5e et dernière partie, une nouvelle façon de penser. Parce qu'au final, ce dont on parle, ça dépasse largement le cadre de la médecine. C'est un véritable outil pour l'esprit. Ce qui nous amène à la question finale. Si cette logique, cette manière de mettre à jour ses croyances, aide les médecins à prendre des décisions de vie ou de mort, la question qu'on peut se poser, c'est dans quels autres domaines de notre vie est-ce qu'on pourrait s'en servir pour voir le monde tout simplement un peu plus clairement ?